Good afternoon, everyone. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Adèle Rouleau et je serai la modératrice aujourd'hui pour ce panel des déchets aux ressources, solutions circulaires pour les peuples et la planète. La pollution et les déchets présentent des défis, mais ces défis peuvent être vus comme des occasions. Cette discussion va démontrer qu'il y a des initiatives pionnières pour montrer que des solutions circulaires peuvent nous aider à relever les défis environnementaux en créant des opportunités économiques. Nous allons voir des initiatives innovantes du Bénin, du Népal et de l'Ukraine. Et nous allons voir que les communautés et les organisations trouvent des moyens de transformer les déchets pour convertir les défis environnementaux en opportunités. Dans ces régions, les plantes envahissantes, les matériaux résiduels et les déchets industriels sont réutilisés à travers des solutions qui créent des emplois verts, autonomisent les communautés locales et restaurent les écosystèmes. De la transformation de plantes en compost et en produits artisanaux au recyclage de matériaux pour créer des aires de jeu sûres, au déploiement de technologies qui réduisent les émissions industrielles et la poussière en renforçant la sécurité. Ces initiatives montrent que les approches circulaires peuvent revitaliser les zones humides, créer des espaces sûrs pour les enfants et améliorer la qualité de l'environnement. Ensemble, ces solutions montrent comment le fait de transformer des défis environnementaux en ressources peut apporter du soutien pour la subsistance humaine, protéger les écosystèmes en offrant des modèles qui peuvent être transposés à une plus grande échelle pour un avenir plus durable. Alors, je suis ravie d'être ici. J'ai hâte de commencer à échanger avec vous. Je vais commencer par présenter nos panélistes qui viennent de partout dans le monde pour partager les stratégies innovantes et pionnières qu'ils sont en train de mettre en place. Je vais commencer en présentant Grace Sandrine Zancran, qui est coordinatrice de jeunesse et d'emploi vert. Grace est béninoise, elle est agro-socio-économiste et elle est engagée pour la paix, l'inclusion sociale. Elle a un master en économie rurale et en sociologie et elle coordonne la route de la jacinthe d'eau, un projet au sein de l'ONG GVEV, une initiative innovante qui promeut une plante invasive pour créer des emplois verts, renforcer la cohésion sociale et stimuler l'écotourisme. En 2025, elle a reçu le prix du programme AALWC des femmes pour l'action pour le climat en Afrique. Elle a également participé dans la rencontre francophone de l'innovation sociale en France et à d'autres initiatives au Maroc. Elle a plus de 4 ans d'expérience en développement des projets, en gestion de projets, et elle travaille pour construire des coalitions au service de la paix, des peuples et de la planète. Merci beaucoup, bienvenue, Grace. Ensuite, je souhaite accueillir Saurav Rimal, le président de la Fondation Karma Yog. Saurav travaille sur les questions climatiques et c'est un leader qui veut construire des communautés résilientes au Népal. En tant que président de sa fondation et directeur pays pour la fondation Einstrong, une fondation américaine, il a mis en place plus d'une centaine de projets intersectoriels sur l'éducation, le support aux mamans et il travaille pour des initiatives qui favorisent l'environnement en travaillant avec les enfants pour l'action climatique.
Il a également travaillé avec le gouvernement américain. Il a été reconnu par un prix pour la jeunesse, un prix décerné par le département d'État aux États-Unis. Il a également été nommé par le président du Népal et a reçu une médaille qui a honoré ses activités et son engagement pour le progrès social et le plaidoyer environnemental. Ensuite, nous avons Bruno Oberle, le président de la World Resource Forum. En tant que président de cette organisation, Bruno est également l'ancien directeur général de l'IUCN, l'Union pour la conservation de la nature. Depuis 2005 et 2015, il a été secrétaire d'État pour l'environnement du Bureau fédéral pour l'environnement en Suisse. Le docteur Oberle est un expert de premier rang pour la gestion de déchets et l'économie verte. Et il a façonné l'interface entre la politique environnementale, le développement économique et l'équité sociale du point de vue des réglementations d'État, des entrepreneurs et des scientifiques. Ensuite, Dr Vadim Shokin, qui est professeur, docteur en sciences et lauréat du prix présidentiel pour les jeunes scientifiques. Et il travaille à l'Université nationale d'Ukraine. Vadim Shokin a reçu un doctorat de l'Université nationale en Ukraine en 2000 et un doctorat en sciences en 2012. Après avoir défendu sa thèse pour devenir docteur en sciences techniques dans l'automatisation de processus contrôlés en 2013. Il a également reçu le prix académique d'une institution. Ses intérêts couvrent les processus intelligents de contrôle, la logique, les réseaux neuronaux, l'industrie écologique et il a écrit plus de 120 articles scientifiques, y compris des monographes. Il a reçu des financements de l'État pour développer des programmes. Je vous invite à accueillir ce panel de haut niveau et je suis sûre que nous allons apprendre énormément de ce qu'ils vont nous dire aujourd'hui. Je souhaite commencer avec une question très générale et je vais donner à chaque panéliste l'occasion de rentrer dans les détails en ce qui concerne les activités de leurs organisations. Grâce, est-ce que vous souhaitez commencer? Bonsoir à tous. Grâce Zancran du Bénin, agro-socio-économiste et coordonnatrice du projet de la Jacinto, pilotée dans la cité Lacus de Ganville, dans le département de l'Atlantique au Bénin. Le projet de la Jacinto est né d'un double constat, c'est-à-dire la dégradation du lac Nokoué et la précarité économique des femmes et des jeunes vivant de la pêche et de l'artisanat. Ce projet consiste à lutter contre la prolifération de la Jacinto, une plante très envahissante qui est une ressource naturelle et qui apparaît en période de crue, c'est-à-dire la montée de l'eau, et de la création de l'emploi pour les jeunes et les femmes et de dynamiser le tourisme dans la cité Lacus de Ganville au Bénin. Je vous rappelle que la cité Lacus de Ganville au Bénin, c'est une zone touristique et c'est pour cela notre troisième objectif, c'est de dynamiser le tourisme autour de la valorisation de la Jacinto. Par rapport à nos activités, nos cibles sont les femmes et les jeunes. Et nous avons pu adopter une approche circulaire inclusive qui lie directement la restauration de l'environnement et la génération de revenus pour les femmes et les jeunes de cette communauté.
Alors, concrètement, nous les formons à la collecte de la jacinthe d'eau et à la transformation et à sa transformation en produits utiles et commercialisables, dont le compost organique pour les maraîchers et jardiniers locaux et les éco-produits artisanaux dont j'ai quelques échantillons dont je vais vous présenter à la fin par rapport à ça. Nous avons aussi pu développer un circuit écotouristique autour de ces innovations qui valorisent nos innovations et permet de valoriser aussi la fierté communautaire. Donc, chaque action de nettoyage de la surface de l'eau permet permet aux femmes et à ces jeunes de revenus. Donc, nos défis principaux ont été d'intégrer durablement la communauté et de changer la perception d'un fléau en ressources économiques et écologiques et l'engagement des acteurs autour. Donc, nous travaillons avec aussi les acteurs comme les chefs de village et nous avons pu, grâce à nos formations continues et à la création de coopératives, c'est-à-dire nos cibles sont les femmes et les jeunes, mais nous avons pu former déjà 1500 et nous avons installé des coopératives autour, dont ces derniers sont les relais communautaires. Et nous les formons pour que cette initiative soit une activité durable dans la communauté de la cité Lacus de Ganvier. C'est un peu ça par rapport à notre initiative du projet Route de la Jacinthe d'eau. Merci. Thank you, Elodie, for... Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adèle, pour cet accueil. Je représente la fondation Karma Yog, qui est une organisation au Népal. Et ce que nous faisons, c'est que nous créons une aire de jeu avec des matériaux recyclés. En faisant du upcycling avec des matériaux en métal, nous avons créé une aire de jeu pour les écoles au Népal. Nous avons fait ça dans plus de 50 écoles jusqu'à maintenant. Et nous avons pu faire du upcycling avec des tonnes de matériaux recyclés. Si vous regardez la situation générale de notre pays, le Népal se situe entre l'Inde et la Chine. Et notre économie dépendait de l'agriculture, des activités agricoles, il y a 15 ans. Mais aujourd'hui, vu le contexte géopolitique et d'autres soucis gouvernementaux, beaucoup de Népalais sont en train de quitter le pays, ce qui veut dire qu'il n'y a pas assez d'emplois. Nous avons également décidé de créer de l'emploi parce que beaucoup de Népalais sont partis au Proche-Orient pour travailler dans des climats très très chauds. Donc nous avons voulu nous assurer que nous pouvons garder ces Népalais chez nous en leur donnant un emploi. Maintenant, à travers le projet, nous avons pu créer plus de 5000 emplois verts et cela a eu des répercussions positives d'un point de vue économique et également au niveau des Népalais qui vivent dans des communautés rurales. L'économie népalaise dépend des fonds qui sont envoyés par les Népalais qui vivent à l'étranger. Et donc voilà le projet sur lequel nous travaillons. Nous souhaitons développer un écosystème où nous pouvons également soutenir les enfants et travailler sur des questions climatiques, ainsi que sur la création d'emplois verts. Je vais poser la même question à Bruno.
si vous pouvez parler du travail du World Resources Forum, votre organisation. Alors, on m'a demandé de parler de l'économie circulaire de manière plus générale et sur la manière dont l'économie circulaire peut contribuer à réduire les dommages environnementaux et le développement de l'activité économique et sociale. À la fin, je vous donnerai quelques exemples de notre organisation. Nous devons penser à la définition de l'économie circulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il faut regarder le cycle de vie des matériaux du début jusqu'à la fin. Pour pouvoir contribuer à l'économie, la société et à l'environnement, il faut avoir un stock de ressources naturelles. Ça paraît évident, mais il y a une grosse différence entre l'Europe, les États-Unis, l'Afrique et l'Asie du Sud, par exemple. La quantité de ressources naturelles dans le stock anthropique, les bâtiments, les machines, les voitures, tout ce que nous utilisons, c'est différent selon les régions. Si on regarde des économies plus développées, les matériaux recyclés peuvent générer des ressources naturelles dont nous aurons besoin pour la prochaine génération de produits à être fabriqués, à hauteur de environ 20 à 30 %, parce que nous avons encore une accumulation de ces matériaux dans de nombreux pays. Ou dans les pays où le stock est plus réduit, l'économie circulaire n'existe pas en fait, à moins que vous regardiez le matériau en particulier et donc la matière organique. La gestion de matière organique de manière circulaire est la manière dont nous avons toujours fonctionné en Europe pour transformer à travers le cycle de vie de produits pour en faire des moyens de production. Si je ne regarde pas le côté organique des produits, en fait, c'est très simple. Dans le Nord global, le recyclage est un pilier central et devrait être au cœur des stratégies pour réduire l'empreinte carbone à travers les ressources naturelles. Dans le Sud global, ce n'est pas si important. Il faut également prendre d'autres éléments en compte. L'économie circulaire ne prend pas uniquement des déchets pour produire. L'économie circulaire refaçonne la chaîne de valeur qui génère les déchets. Donc il faut d'abord réfléchir au type de produits dont nous avons besoin, si nous devons produire pour générer des produits en eux-mêmes ou pour répondre à des besoins. Si nous avons besoin d'ampoules, avons-nous besoin d'une ampoule ou juste de lumière? Il faut se poser cette question. Est-ce que nous avons besoin de refuge ou d'un bâtiment? Donc il faut vraiment réfléchir aux sortes de produits dont nous avons besoin. Il y a un autre élément, on doit se demander si nous pouvons changer la chaîne de production pour ces produits ou ces objets. Parce que, par exemple, nous pouvons utiliser des produits pour plusieurs choses. Par exemple, en utilisant la même voiture, partager les voitures. Maintenant, nous avons des systèmes qui permettent d'utiliser une voiture pour plusieurs personnes. Et donc, encore une fois, nous voyons une différence entre le Nord global et le Sud global. Mais c'est difficile d'introduire des solutions d'une région à l'autre.
parce nous sommes confrontés à ce qui existe déjà et nous devons changer nos comportements et nos mentalités. Dans le Sud global, ces systèmes ne sont pas encore mis en place, ce qui veut dire qu'il y a une opportunité de pouvoir travailler d'une manière différente dès le début. Et je dirais que s'il y a plusieurs conditions, la première condition est qu'il faut avoir des ressources. La deuxième condition est qu'il faut posséder l'intelligence et la connaissance pour façonner une manière de produire différente, pour structurer la chaîne de valeur d'une manière différente. Et donc la connaissance, le savoir-faire est la ressource la plus importante, ainsi que la flexibilité sociale. Et dans le Sud global, il y a plus de marge de manœuvre pour ce faire. Évidemment que je pourrais aller dans plus de détails, mais je souhaitais faire des remarques d'ordre général sur l'économie circulaire. Concrètement, je suis à la tête d'une organisation qui s'appelle World Resources Forum et nous sommes une plateforme pour le dialogue politique entre la science, les entreprises et les politiques publiques. Mais nous avons également plusieurs projets dans plusieurs pays d'Afrique et d'Asie. Et nous travaillons sur une série de projets pour mettre en place l'économie circulaire en matière de déchets électriques et électroniques. C'est plus facile parce que ces déchets ont beaucoup de valeur. En fait, ces déchets ont une valeur économique. Ce qui veut dire que c'est plus facile d'établir des conversations avec des gouvernements et d'autres parties prenantes. Nous travaillons là-dessus en Égypte, au Ghana, en Afrique du Sud, en Colombie, au Pérou et dans d'autres pays. Tout d'abord, il faut travailler sur le volet législatif pour que les projets puissent être mis en avant. Ensuite, il faut penser à la qualité, au niveau de qualité de ces déchets à être recyclés. Ensuite, il faut le savoir-faire, le renforcement de capacités au niveau industriel, au niveau gouvernemental, dans la gestion de déchets. Et donc, à présent, nous travaillons sur ces projets depuis une quinzaine d'années environ. Et nous avons obtenu des résultats très prometteurs. Nous sommes ravis de travailler avec des associations qui traitent les déchets métalliques. Et donc, nous pouvons continuer. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Oui, professeur, j'aimerais vous demander si vous pouviez nous donner des détails sur votre projet. Chers participants, tout d'abord, je voudrais remercier le comité d'organisation pour cette opportunité de parler dans le cadre du forum. Nous sommes 2 participants qui sont venus d'Ukraine. Et donc, je voulais saisir cette occasion pour remercier la France, le peuple français et le président Macron en particulier pour le soutien de l'Ukraine dans cette situation difficile de guerre dans laquelle elle est. Je représente l'université de mines, l'école des mines, qui se trouve à 55 km de la ligne de front. Mais malgré cette situation difficile, je vous assure que notre institution fonctionne normalement et en termes de recherche et en termes d'enseignement. J'ai préparé donc mon exposé à 2 avec Ludmila, ma collègue, et je voulais démontrer dans cette présentation que les explosions que nous étudions dans cette recherche peuvent servir pour la paix et pour la paix globale. C'est un peu comme ça, très général, mais maintenant, les explosions industrielles, quand il y a des catastrophes, les industries des mines produisent dans le cycle de production régulièrement des explosions. Ils sont obligés de faire des explosions souterraines. Et il y a énormément de poussière qui recouvre la terre. Et c'est non seulement en Ukraine, mais c'est un problème mondialement connu. Et notre institut, depuis 2012,
2019, nous avons un projet de recherche comment réduire les quantités de poussière rejetées dans le cadre de ces explosions industrielles. Et nous sommes aboutis aujourd'hui à une technologie unique de dégazage lors de ces explosions pour réduire la quantité des poussières. Par exemple, il y a des technologies européennes qui permettent de réduire la quantité de poussière de 45% et notre technologie, elle permet de réduire la quantité de 50, voire de 60%. C'est un projet qui a le code TRL7, mais nous passons très prochainement à un stade suivant, TRL9, qui pourra encore être plus ambitieux en termes de réduction et c'est une technologie innovante et c'est le nouveau mot dans les matériaux. Beaucoup d'expertise ici, et il y a des mots-clés qui ont été prononcés. Et le plus important pour moi, c'est l'écosystème. Qu'est-ce qui crée un environnement? Comment est-ce que l'on peut appeler de nos voeux de meilleurs comportements? Comment on peut avoir des comportements plus respectueux de l'environnement? Comment est-ce qu'on gère mieux nos ressources? Et c'est important également d'insister sur l'éducation. Comment est-ce que vous partagez vos connaissances, des connaissances transfrontalières? L'extraction minière, bien sûr, c'est un secteur universel. Quelles sont les leçons ici que l'on peut tirer? Comment est-ce qu'on peut les appliquer partout? Quid également des leçons tirées dans le cadre du projet avec les espaces végétales envahissantes? Donc voilà, merci beaucoup pour tous ces partages. Maintenant, j'aimerais revenir sur les défis auxquels vous êtes confrontés dans vos projets individuels. Grace, je vous donne la parole en premier. Au niveau de la communauté, de l'engagement de la communauté, au niveau de l'éducation, est-ce que vous avez été confronté à des défis et des obstacles, notamment pour promouvoir votre travail sur le terrain? Ok, merci beaucoup pour la question. Je m'en vais un peu par rapport à l'intervention de M. Bruno Ovel, par rapport à l'économie circulaire. Pour une bonne économie circulaire, il a dit qu'on a besoin des connaissances, des savoir-faire et de la ressource. Et le projet Route de la Jacinthe d'eau est mené dans une communauté rurale, dans une zone humide. Et par rapport à nos défis, on est confronté à la résistance des habitants. Et aussi, les acteurs communautaires ne sont pas trop actifs. Et on travaille à les sensibiliser en amont par rapport à des mobilisations et sensibilisation de masse et pour les amener à le faire comprendre qu'ils ont la ressource naturelle et ils peuvent valoriser ça et ça va leur créer d'emplois. La jacinthe d'eau, je dirais que la jacinthe d'eau apparaît en période de crue et à la montée de l'eau. Et on constate que pendant cette période, la population se déplace, migre vers la ville. Alors que la cité lacustre de Granville, la population vit sur l'eau. Et par rapport à ce projet, on a pu réduire le déplacement de cette population. Et par rapport aux formations, à la formation continue, dont l'installation de ces coopératives-là sont désormais des relais communautaires qui prônent pour le changement et qui sont des pionniers de l'économie circulaire locale et résiliente. Donc, nos défis ont été d'intégrer durablement la communauté, de changer la perception d'un fléau à une ressource économique et écologique et de maintenir l'engagement des acteurs. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup. Bon, nous n'avons pas de cas d'usage spécifique. Il n'y a pas beaucoup de défis, ou du moins pas autant, mais ici, vous savez, lorsque l'on parle de déchets ou d'upcycling, les communautés ont tendance à freiner des quatre fers. Ici, en revanche, ce qu'on a vu, c'est qu'on a une réponse positive dans un premier temps.
Puis après, on nous dit non, non, c'est pas possible, ça va pas marcher d'avoir une aire de jeu upcyclée dans notre école. Donc, étant donné qu'il n'y a pas suffisamment de militantisme, d'action, de plaidoyer au niveau de notre gouvernement, il faut comprendre que le Népal est également lourdement frappé par les répercussions du changement climatique. Beaucoup d'enfants périssent suite à des maladies liées à mauvaise qualité d'eau. Et aujourd'hui, ce que nous essayons de faire, c'est de nous tourner vers les organes gouvernementaux locaux. Nous voulons travailler avec les différents niveaux municipaux pour justement sensibiliser ces individus. Parce qu'avec nos petits projets, nous avons été en mesure de recycler des tonnes de déchets, de les réutiliser à d'autres fins. Et ce sont des projets qui peuvent être également initiés par le gouvernement. Ils pourraient même faire mieux que nous. Et c'est vrai que, comme je vous le disais, nous n'avons pas beaucoup de défis aujourd'hui. Je pense que ce qui est plutôt important, c'est l'état d'esprit des individus et leur approche qu'il faudrait peut-être anticiper et changer. Bruno, j'aimerais revenir sur le thème que vous avez présenté, écosystème. Là, vous parlez du recyclage de ferraille et de produits ferreux. Est-ce que vous pourrez peut-être ici revenir sur les éventuelles réponses politiques pour insuffler encore plus d'élan ici, dans ce contexte? Ici, il faut se concentrer sur l'industrie lourde. Et c'est une industrie qui pollue. Il faut investir, il faut qu'il y ait davantage de connaissances, il faut davantage de travailleurs et de travailleuses. Ici, ce qui est important de comprendre, c'est également les signaux de prix des matières premières. Si vous voulez recycler des matières afin d'avoir des produits compétitifs sur le marché, il faut nous assurer que les produits bruts soient plus chers que les produits recyclés. Bon, ça, c'est une question de subventions, de politique de taxes, etc. Donc ça rejoint les activités gouvernementales. Autre point. Les types d'emplois. Les types d'emplois dans ce secteur du recyclage. Aujourd'hui, ces derniers ne sont pas très attractifs pour les travailleurs en Europe ou dans les pays développés. On perçoit ça comme des emplois du BTP, des emplois difficiles. Dès lors, il faut faire en sorte que ces emplois de recyclage soient attirants et attractifs. Et pour ce faire, il faut offrir des compensations, des salaires intéressants. Donc, il s'agit ici d'un plan durable et ce qu'il faut faire, c'est anticiper les réactions négatives. Certains se diraient que non, ils ne veulent pas se concentrer sur de tels projets. Et c'est vrai que la majorité des grandes usines de recyclage dans le monde sont basées en Chine. Voilà, des usines de recyclage de ferraille et tous les matériaux utilisés sont envoyés en Chine. Et ça rejoint d'autres activités industrielles en Chine. Et ensuite, nous rachetons ces produits en tant que produits finaux. Dès lors, si nous voulons, au sein de nos pays, avoir des solutions industrielles locales, si nous voulons avoir un réseau local, il faut, au niveau de notre planification urbaine, il faut, au niveau de nos zones industrielles, des espaces dédiés pour avoir justement ces activités que l'on veut, nous, attractives. Donc c'est vrai que le concept d'économie circulaire, c'est quelque chose de très romantique, ou romantisé, mais ça reste tout de même une industrie polluante. Dès lors, ici, il nous faut transformer l'image que l'on peut avoir de cette industrie pour faire en sorte qu'elle soit moins repoussante. Oui, donc c'est un problème d'image, n'est-ce pas? Oui, entre autres. Professeur, j'ai une question également pour vous.
J'aimerais comprendre comment est-ce que vous gérez la sécurité et l'environnement et le respect de la planète. Je vous remercie de votre question. La question est compliquée puisqu'il faut trouver des compromis entre le profit des sites industriels et les désirs des gens qui sont près de ces zones et de ces entreprises. En même temps, il y a de très bons exemples de responsabilité industrielle. Donc, je parle d'ArcelorMittal, la première industrie mondiale qui assure le profit et en même temps, chez nous, à Kriverik, ArcelorMittal apprend aux étudiants, elle transmet l'information sur la production et prépare de cette manière-là leur propre cadre. La question est compliquée parce que les propriétaires des usines industrielles visent aussi leur profit. En même temps, l'écologie demande d'autres investissements, d'autres fonds supplémentaires. Et ça demande la régulation d'État. Moi, j'aime beaucoup le projet de l'Union européenne lié aux technologies vertes. Dans les années à venir, l'Ukraine va payer les impôts sur la décarbonisation. Et ces taxes obligeraient les industries de passer à l'énergie verte et aux technologies vertes. En même temps, il n'y a que la conscience des chefs d'entreprise permettra d'introduire et de prendre des mesures liées aux questions écologiques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, encore une fois, c'est ici une question d'éducation et de comprendre vraiment ce qui se passe sur le terrain. Bon, nous n'avons plus que 10 minutes pour la session. Je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle. Il s'agit ici de sujets très, très intéressants. On a eu beaucoup d'informations. Pas de questions? Ah, une question ici. Merci beaucoup. J'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Bruno Berlet concernant les problèmes réputationnels ou d'image. Est-ce que vous pourriez revenir peut-être sur ce que vous vouliez dire? L'image, oui, la réputation, mais selon qui? Voilà, vous parlez d'industrie polluante. Bon, moi, je ne suis pas expert en la question de l'économie circulaire, mais je travaille avec beaucoup de personnes qui sont experts en la question. Mais ce que vous venez de dire n'est pas nécessairement quelque chose que nous, on connaît. 80% de ces experts dont je viens de parler n'ont pas connaissance de ce que vous venez de dire. Encore une fois, réputation, image, mais aux yeux de qui? Donc, ici, avec l'économie circulaire, on a de nouveaux produits, on a de nouveaux modèles de distribution. Et ça, c'est pas si problématique que ça, parce que là, on parle d'ingénierie, on parle de marketing, on parle d'avocats. Ces choses tendances, hein. Toutes ces choses que vous connaissez très bien, ce qu'on a à Paris d'ailleurs. Ça, c'est l'upcycling acceptable. Et vous avez ces entreprises également, voilà, qui, comme je vous le disais, font du marketing, qui font de l'ingénierie. Et je pense que ces entreprises, ce sont celles qui vont se tourner vers ces produits upcyclés une fois qu'ils seront plus abordables. Ensuite, il y a également un changement dans le secteur. Il y a 30 ans, on avait un autre débat. C'est vrai, on pensait que ceux qui parlaient de changement de paradigme, ceux qui pensaient qu'il était important d'émettre des obligations, on se disait qu'ils étaient complètement fous. Mais aujourd'hui, encore une fois, ce qui était dit est pertinent. Moi, je pense que ce qui est important, encore une fois, c'est d'insister sur les signaux de prix. Il faut insister sur la quantité de produits recyclés dans un produit donné. Admettons qu'une voiture doit avoir, je ne sais pas, environ 10, 20%, 30, 40% de produits matériaux avant d'être remise sur le marché, etc. Pareil pour l'industrie de la mode.
Dès qu'on aura ces niveaux-là, dès qu'on aura ces concepts clés intégrés, on aura un nouveau système, un changement de système. Et c'est un système qui se présentera à toutes et à tous et qui sera évident. Moi, j'ai insisté il y a quelques instants sur un autre point. En effet, admettons que vous preniez le matériau et que vous transformiez ce matériau en ressources. Admettons que vous fassiez fondre du fer brut ou n'importe quel autre métal. C'est en somme la même chose. Peut-être que vous utiliserez peut-être moins d'énergie si vous faites fondre de la ferraille, puisqu'il y aura moins de contenu en fer. Mais dans tous les cas, vous allez utiliser de l'énergie parce qu'il va falloir récupérer cette ferraille partout dans le monde. Et ça va être de l'industrie. Ça va être une activité industrielle. En Chine, on a une production de fer exponentielle. Mais moi, je pense que pour être efficace, il faut avoir de vrais plans, des plans robustes, et ceci nécessite énormément d'énergie. Alors, comment pouvons-nous améliorer l'image? Honnêtement, je ne sais même pas si c'est possible. Ce que je disais en revanche, c'est qu'il faut trouver les travailleurs, et si on ne les trouve pas aujourd'hui, il faudra les payer mieux demain. Фірма, називається вона Neo Eco France, яка займається переробкою вторинної сировини з ArcelorMittal. Donc, je représente ArcelorMittal Crèvelich et nous sentons que cette tendance d'économie circulaire est bonne aussi bien pour les scientifiques que pour nos employés. D'ailleurs, dans notre université de Crèvelich, nous avons déjà un cours sur l'économie circulaire et les profits que ça génère aussi bien pour les employeurs que pour les gens qui habitent dans cette région. Merci. So once again, I'm hearing this tension between saving the environment and economics. On voit vraiment donc une tension ici entre la réalité sur le terrain et sur l'économie. Donc malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, quelques minutes pour conclure. Je donne la parole à chacun de nos panélistes. Pourquoi est-ce que l'économie circulaire est importante? Grace, dans un premier temps, c'est vous. Quelques mots. Pourquoi est-ce que c'est important, l'économie circulaire? L'économie circulaire est importante. C'est pour valoriser les ressources naturelles qui n'ont pas encore été valorisées parce que les ressources sont dans des zones, les milieux ruraux, et dont les communautés ne savent pas l'importance de ces ressources. Donc, la recherche permet de trouver des solutions à la valorisation de ces ressources et de retourner à ces communautés pour leur dire que vous avez des ressources et nous avons la solution et nous pouvons vous donner les connaissances, les savoir-faire afin que ces ressources naturelles soient transformées. Donc, quand je prends le cas de la jacinthe d'eau, c'est une ressource naturelle. On voit des femmes qui vont à des distances données pour aller chercher du fardeau pour faire la cuisine. Donc, transformer la jacinthe d'eau en charbon écologique va leur permettre de trouver une stratégie de conservation des poissons invendus. Parce que les poissons invendus sont jetés à l'eau après parce qu'ils n'ont pas une stratégie de conservation. Et ça va permettre de lutter contre la déforestation et le gaspillage alimentaire. Donc, à cela, nous appelons à de partenariats techniques et financiers pour accélérer la valorisation de la jacinthe d'eau et de renforcer la production des écoproduits. Pourquoi pas de biogaz qui vont permettre à ces populations de
de l'autonomie, avoir de seconds, l'autonomie et Sorry. de répliquer Vous n'avez plus que 30 secondes. dans d'autres zones du Bénin et pourquoi pas dans l'Afrique de l'Ouest. Parce que les visites qu'on a eues, beaucoup de gens ne savent pas ce qu'on appelle la jacinthe d'eau et c'est une opportunité de comprendre ce qu'il y a autour de cette plante envahissante. Merci beaucoup. Thank you, Grace. Sorav, in a few words. Why is Merci beaucoup, Sorav. Quelques mots pour dire pourquoi est-ce que c'est important, l'économie circulaire. Eh bien, nous nous battons pour quelque chose de nouveau. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est très important pour le monde de demain. Voilà, on se bat pour des emplois verts et ceci aura des répercussions positives pour le monde de demain. C'est important pour la création d'emplois, mais également pour nos écosystèmes et pour c'est important pour notre expertise également. Ça permet de nous rendre disponibles et de partager les connaissances dans le cadre de cet écosystème. Bruno, à vous. few words? Rapidement, très rapidement. Running on the wire. Because to Allez, rapidement. holes and take out the materials and then dig Vous savez, extraire les matériaux, simply stupid. And c'est bête. at one moment we will run out. Et à un moment donné, dans tous les cas, on n'aura plus de matériaux bruts. Donc, il nous faut apprendre aussi rapidement que possible à réutiliser ce qui existe. Professeur, à vous. A few words. Under 3 seconds. Вони приклад Кривого Рогу. Sur l'exemple de Kryvyi Rih, dans l'industrie métallurgique laisse beaucoup de déchets et ensuite il faut récultiver les territoires. Mais si on peut réutiliser ces composants pour créer des nouveaux asphaltes, les nouveaux routes, c'est un avantage. They were absolutely brilliant.